Bon, je profite de cette période d'installation pour me présenter. Je suis Thibault Lurad. Alors, je suis journaliste économique pour le site internet The Conversation. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir, c'est très intéressant. Alors, je suis très heureux d'animer cette table ronde, surtout qu'en tant que journaliste économique, j'ai souvent entendu parler de transformation numérique. Je lis beaucoup d'articles sur ce qui se passe dans les grands groupes. En revanche, ce qui se passe dans les PME, c'est moins visible. C'est vrai qu'on a beaucoup d'exemples sur les capteurs pour la maintenance, sur la robotisation dans la production. Il y a eu énormément d'articles sur tout ce qui s'est passé en termes d'automatisation chez Amazon. Mais c'est vrai que les PME, c'est moins visible. Il faut dire que c'est plus compliqué aussi. Dans les PME, il y a moins de moyens. Il y a moins de compétences en interne. Alors comment faire? C'est un sujet qui est extrêmement important, hein. Juste un chiffre, les PME, TPE en France, c'est 99,8% des entreprises. Donc on va essayer de voir un petit peu plus clair dans ce tour de table. Alors ce tour de table, est-ce qu'il ne nous manque pas un intervenant? Si, il arrive, voilà, très bien. Donc on va commencer avec Hélène Coulon, qui est enseignant-chercheur à l'IMT Atlantique. Et puis on passera la parole à Emmanuel Bricard, Chief Information Officer à ELM Leblanc. Donc c'est une entreprise qui propose des solutions de chauffage. C'est ça exactement. C'est ça, voilà. On enchaînera avec Alain Roussel, donc, que vous avez vu cet après-midi, président de l'Association française d'ingénierie système. Et puis enfin, Rémi Bourges, Factory of the Future Director à Assystem Technologies, c'est bien ça. Voilà, donc qui accompagne les entreprises dans la transformation numérique et qui centrera donc son intervention sur les PME. Et puis on terminera par Jean-Lucien Racle, président de Boa Concept, qui est spécialisé dans la préparation de commandes au détail. Voilà, je propose de passer la parole tout de suite à Hélène. Honneur aux dames. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, merci pour cette invitation à cette table ronde. Alors, moi, j'aimerais commencer en disant que je ne suis pas forcément une spécialiste de la thématique de cette table ronde. Donc, je suis effectivement enseignant-chercheur ou enseignante-chercheuse à l'IMT Atlantique depuis 2016. Mon domaine d'expertise, c'est l'informatique, plus précisément l'informatique utilitaire, donc ce qu'on appelle communément le cloud computing ou ses évolutions comme le fog et le edge computing. Et donc ce que je vous propose en fait, c'est que je vais d'abord essayer de parler un peu de l'industrie du futur, de la numérisation. Puis je focuserai un peu plus sur la thématique avec les quelques éléments que j'ai à apporter à cette table ronde. Alors tout d'abord, donc la transition numérique, c'est un bien grand mot, très vaste, qui apparemment, d'un commun accord, fait partie de ce qu'on appelle l'industrie du futur. Donc l'industrie du futur, on la présente souvent comme la 4e révolution industrielle, après les évolutions que nous connaissons tous. Donc, excusez-moi, pardon. Bon, bref. Donc c'est la 4e révolution industrielle, après notamment l'automatisation, qui est la dernière qu'on s'accorde tous à évoquer. Donc, ce qui est sûr, c'est que dans cette 4e révolution industrielle, on est très lié aux données, c'est-à-dire la quantité d'informations qui nous vient de différents instruments, comme les capteurs, mais aussi l'humain. Et toutes ces données, eh bien, comment faire pour que dans l'industrie, on puisse les utiliser afin d'obtenir de meilleures optimisations de coûts, de production, de ressources humaines, etc. Ce qui est sûr, c'est que cette numérisation, on entend beaucoup parler de l'IoT, de la robotisation, de l'embarqué, du big data, de l'intelligence artificielle et de tout un tas de domaines de ce type, de domaines plutôt novateurs. Et tous ces domaines, moi, ce que je vois, c'est que c'est très lié à la science informatique. Donc là, je mets évidemment ma casquette enseignant-chercheur. Et pour moi, c'est vraiment très important, en fait, de dissocier la science informatique de l'outil informatique. Et je trouve d'ailleurs assez dommage en France qu'on utilise le même mot pour désigner les deux. Moi, ce que j'estime, c'est que dans cette numérisation, dans cette transition numérique, on a nécessité de s'intéresser à la science informatique, dans le sens où, comme c'est un domaine qui va être en évolution permanente et très lié
à l'informatique de façon permanente, il faut être en mesure de comprendre la science informatique, de comprendre son évolution, comment elle fonctionne, pour pouvoir s'adapter dynamiquement dans les années futures à une éventuelle évolution de ce qu'on appelle l'industrie du futur. Donc c'est probable que ce qu'on appelle l'industrie du futur maintenant ne soit plus tout à fait la même chose dans quelques années. Alors justement, j'appuie énormément le fait que cette science informatique soit considérée comme vraiment centrale dans cette notion d'industrie du futur. Et c'est notamment ce qu'on a abordé lors du workshop E-Live qui était organisé à l'IMT Atlantique, qui était financé par l'IMT sur un fonds d'amorçage, où on a invité des industriels, des académiques à discuter de l'intérêt de la science informatique et en particulier du logiciel pour justement l'industrie du futur. Alors, si maintenant je focus un peu plus sur la transition numérique pour les PME, alors là, c'est un peu moins mon domaine d'expertise du coup. Ce que je note de très intéressant qui a eu lieu lors du workshop E-Life, c'était une intervention du professeur Robert Pellerin de l'École Polytechnique de Montréal, qui nous a expliqué qu'en fait, la transition numérique peut se faire de N façons, presque une infinité de façons différentes, et qu'en fait, il ne faut pas nécessairement chercher un chemin commun à toutes les entreprises vers la transition numérique, mais plutôt accompagner chaque entreprise dans ses spécificités vers une transition numérique qui lui apporte à elle des bénéfices. Donc ça, c'est une approche que j'aime beaucoup parce qu'effectivement, entre ce qu'on fait dans l'industrie, ce qu'on imagine pouvoir faire avec l'industrie du futur et ce qu'on peut vraiment faire, il y a souvent un fort décalage. Donc en fait, prendre le temps de comprendre ce que les industries souhaitent, quels moyens elles ont, me paraît très important. Enfin, j'appuierai une formation qui est en train de se mettre en place à l'IMT Atlantique, une formation par apprentissage d'ingénieurs industrie du futur. Donc cette formation devrait voir le jour en 2020. Et ce que l'on souhaite faire dans cette formation, c'est former des ingénieurs multidisciplinaires sur principalement 3 grands axes que l'on considère comme très importants pour l'industrie du futur, à savoir l'informatique, donc les sciences informatiques, les sciences humaines et sociales et le génie industriel dans sa globalité. Donc là, j'appuie là-dessus parce que je pense que c'est notamment un des leviers très intéressants pour des PME, de s'entourer de jeunes apprentis experts en fait, de ce domaine de l'industrie du futur qui a la difficulté d'être multidisciplinaire. Voilà, donc je ne vais pas parler beaucoup plus, j'aimerais juste conclure en disant que j'estime de mon point de vue que les PME ont un virage très intéressant à prendre avec cette nouvelle notion d'industrie du futur et peut-être je peux lancer un début de débat. Donc je m'engage peut-être un peu mais c'est volontaire. Et je me demande si, en fait, pour les PME, c'est finalement pas presque plus facile que pour les grands groupes de prendre ce virage, de par peut-être une flexibilité un peu plus facile et une inertie moins grande. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Hélène. On va passer la parole donc à Emmanuel Bricard. Alors Emmanuel, pour rebondir sur ce que disait Hélène, parmi cette infinité de possibilités de cheminement vers la transformation numérique, qu'est-ce qui a été retenu chez ELM Leblanc? Et déjà, est-ce que vous pouvez commencer par une petite présentation de la société très rapide pour que tout le monde voit ce que c'est? Bien sûr, alors j'ai préparé une petite présentation de la société très rapide, en 2 slides. ELM Leblanc, on est une filiale française du groupe Bosch. Donc on est dans un grand groupe de 400 000 collaborateurs, qui a 280 sites de production en propre et qui fait 78 milliards de chiffre d'affaires. Donc on est un peu loin de la PME. Donc Bosch, c'est principalement l'automobile, mais aussi technique industrielle, les techniques pour les énergies et les bâtiments, c'est là où ELM Leblanc se situe, et les biens de consommation. Et ELM Leblanc en France, c'est déjà beaucoup plus raisonnable, 930 collaborateurs, et en fait c'est né de la fusion de 2 PME. Donc historiquement, on a quand même un cœur de PME, avec 2 sites principaux, un à Saint-Égonec en Bretagne, un à Drancy en région parisienne. Et on est un des leaders français, alors incontesté dans le résidentiel, et on est en gros développement sur le tertiaire et industrie, dans le monde du chauffage, mais aussi de la climatisation. Voilà, je vais faire pas plus long sur qui nous sommes.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est ce côté, on vit dans un grand groupe allemand, qui plus est, avec ses rigidités, et en même temps, on a justement cette agilité historique, culturelle, qu'on défend et qu'on développe sur tout ce qui est nouvelles technologies qui assurent notre avenir. Alors, ça passe entre autres par la transition numérique, ou on peut appeler ça de différentes manières, mais chez nous, on appelle ça Industrie 4.0, Industrie du futur. Et donc, on va historiquement avoir commencé par déployer un certain nombre de solutions pérennes, et pas des solutions agiles, mais dans ce monde actuel où on a besoin de plus en plus de rapidité, à la base, il faut quand même des solutions stables. Et donc, il nous faut des solutions qui soient robustes, durables, pérennes. Et donc, ça passe par le déploiement de SAP, par exemple, comme ERP, ou d'une solution maison Bosch qui s'appelle Opcon, Nexid maintenant, pour piloter la production. En plus de ça, pour aborder cette transition numérique, il nous faut des compétences. Et c'est là où, justement, on a une approche très PME. On a décidé d'avoir nos propres compétences en interne pour être capable d'être particulièrement agile et servir avec des outils digitaux tous les différents métiers de l'entreprise, mais aussi évidemment nos clients externes. Et donc pour arriver à ça, le troisième pilier évidemment, c'est développer notre culture digitale au sein de tous les collaborateurs de l'entreprise, que ce soit un technicien de maintenance jusqu'aux membres du comité de direction, ce qui est essentiel pour que chacun voit les enjeux, les potentiels, et sache aussi exprimer ses besoins pour préparer l'avenir de ces outils demain et des solutions qu'on va proposer. Et puis on a beaucoup expérimenté sur tout un tas de solutions depuis le début des années 2000, notamment en digitalisant nos techniciens de maintenance. Donc on a commencé comme ça avec beaucoup de projets. Et alors aujourd'hui, je vais vous présenter les derniers. Il y en a eu beaucoup. Petit à petit, on a déployé pas mal de standards. Et on arrive aujourd'hui donc, dans tout ce qu'on appelle l'industrie 4.0, qui est la dernière tendance dans cette transition numérique. Et donc, voilà les principaux piliers qu'on a aujourd'hui. Des cobots et des robots, principalement des cobots, au service de l'humain dans l'usine, et pas pour remplacer l'humain. Avec notamment des AGV pour déplacer nos palettes de produits finis au sein de l'usine, mais qui travaillent au milieu des collaborateurs. Un cobot de driftage aussi pour aider. L'idée, c'est d'aider le collaborateur quand il y a des tâches répétitives, physiques, ou des tâches sans valeur ajoutée, comme tout ce qui est flux logistique interne, pour lequel le client ne paye pas, tout simplement. Développer le collaborateur aussi au sein de l'usine avec tout ce qui est nouvelles technologies, tout ce qui va permettre d'augmenter l'opérateur de production demain, donc avec notamment notre projet Ironman de réalité augmentée qu'on fait en partenariat avec 3 laboratoires d'IMT. Et iErgo, un outil qui nous permet de prévenir les TMS, donc là encore la technologie au service de l'humain, en mettant des bracelets qui permettent de faire de la motion capture et de faire de l'audit de poste, de l'audit ergonomique des postes pour prévenir les TMS. Et évidemment le troisième pilier, la data qui est la clé de voûte de l'amélioration continue aujourd'hui et demain. C'est un nouveau gisement d'amélioration continue. On génère de la data, ça a été dit tout à l'heure, en permanence. Les machines génèrent de la data. Maintenant, il y a toutes les technologies pour les exploiter. C'est là où c'est important d'avoir non seulement des IT, mais aussi des data scientists à bord pour être capable d'exploiter cette data et de développer l'entreprise. Et donc, pour faire tout ça, justement parce qu'on a une approche PME, ETI, on n'est pas assez gros et on n'a pas non plus vocation à tout faire. Donc, on s'appuie sur des partenaires. Alors, des partenaires au sein de Bosch parce que c'est une grande maison, mais aussi via tout un tas de partenaires privés, des institutionnels, entre autres BPI France, et puis des partenaires publics comme Institut Mines Télécom, mais aussi d'autres instituts, l'Institut de soudure, etc. Des gens qui ont des expertises, avec qui on peut faire des choses, notamment via l'embauche de doctorants, qui en France sont très favorisés par rapport à d'autres pays. On a des atouts en France, donc il faut savoir les utiliser, ou évidemment le crédit impôt recherche, qui nous permettent de faire des choses qu'on ne pourrait pas forcément faire autrement. Et donc s'appuyer sur des réseaux d'experts dans tous ces domaines-là, pour faire des projets dans tous ces domaines pointus de la transition numérique qu'on ne pourrait pas faire tout seul. Voilà, et donc tout ça pour terminer, la transition numérique c'est quoi? C'est évidemment préparer l'entreprise pour demain, sachant que ce demain est en constante évolution, donc il faut faire beaucoup de veille pour suivre toutes les technologies qui arrivent et être capable de les adapter. Le numérique, c'est bien de développer l'entreprise, nos process internes, mais évidemment tout ça ne fonctionne que si on satisfait nos clients, donc tout ça doit et ne peut être que pour satisfaire nos clients. Et puis, ça passe du coup par la mise à disposition de toutes ces technologies, tous ces talents, toutes ces collaborations avec nos partenaires au sein de notre organisation et au service de l'humain au sein de notre organisation. Donc je dirais, pour répondre à la question d'Hélène,
On est au sein de Bosch, donc d'une très grande maison qui a forcément aussi ses temps de latence pour introduire des nouvelles technologies. Et c'est là où on a une agilité, justement, en travaillant au niveau local, via tout un tas de partenaires, via aussi nos ressources internes. On a fait le choix stratégique de développer ces compétences en interne sur le numérique, sur la data, pour être capable de pousser ce genre de solutions. Merci beaucoup. On va passer la parole à Alain Roussel. Donc, je rappelle, vous êtes président de l'Association française d'ingénierie système. En quoi est-ce que l'ingénierie système, la gestion de projet peut être un levier pour faire monter en puissance les PME face aux enjeux de transition numérique? Pardonnez-moi. En fait, tous ces sujets nécessitent beaucoup de maturité en matière. Bon, on l'a vu par exemple, la transition entre finalement la livraison, enfin, ou la réalisation, la conception de produits et la conception de services. C'est extrêmement complexe d'un point de vue changement de culture, déjà dans les grands groupes. Dans les PME, TPE, n'en parlons pas. Ensuite, il y a une multitude de technologies qui sont en train d'apparaître, dont on n'en a vu que quelques-unes aujourd'hui, mais il y en a bien plus que ça. Pour une PME, juger des technologies qu'il est important pour elle d'intégrer rapidement dans ses pratiques, dans ses systèmes d'information, tout ça, dans la manière de mesurer finalement sa performance, là aussi c'est également complexe, quoi, en fait. Donc ce que peut apporter la combinaison de l'ingénierie système et la gestion de projets combinée à une focalisation sur les objectifs business de l'entreprise, c'est un peu ce que Hélène Coulon rappelait. En fait, ce n'est pas des démarches générales qu'on déploie, c'est des démarches spécifiques à chaque entreprise. Ça permet de se focaliser vraiment sur les choses qui sont les éléments de maturité qui sont essentiels pour l'entreprise. Sachant qu'aujourd'hui, les PME TPE, ça, c'est pas une découverte pour vous. Pour celles qui se portent bien, elles sont plutôt en croissance. Donc elles ont des gros problèmes d'intégration, d'entreprises qu'elles ont rachetées, de fusion, de réorganisation. Donc s'il n'y a pas quelque part un aiguillon qui les oblige à se poser un peu pour réfléchir sur ces choses-là, elles ne le font pas en fait. Et au final, elles vont définir de nouvelles organisations qui seront forcément efficaces pendant un certain temps, puisqu'elles ont grossi, donc elles ont intégré de nouvelles équipes, de nouvelles offres. Mais au final, elles risquent de se retrouver, d'avoir des problèmes à moyen terme, du fait qu'elles n'auront pas repensé finalement leur organisation pour répondre aux besoins du marché et surtout à tous les défis qui s'offrent à elles. Alors vous l'avez compris, dans les défis que nous on cherche à traiter, il y a bien sûr le déploiement des bonnes pratiques d'ingénierie système et de gestion de projet qui sont adaptées aux petites structures, dont les PME-TPE, mais il y a également le sujet des systèmes d'information qui supportent tout ça. Parce qu'en fait, c'est bien d'avoir des méthodes, des procédés, tout ça. Mais si on n'a pas des systèmes d'information qui font bien toute la continuité numérique de l'entreprise, on est extrêmement mal, en fait. Et aujourd'hui, le niveau de déploiement des systèmes d'information dans les PME-TPE est extrêmement faible par rapport aux enjeux qui les attendent. Et de toute façon, même les grands groupes ont des gros problèmes. Je citais tout à l'heure la rupture qu'il y a entre les phases de design, les phases de production et les phases de soutien logistique. Aujourd'hui, il n'y a pas d'interopérabilité des outils. Alors, on peut en trouver des interopérabilités, mais par exemple, quelqu'un qui parle soutien logistique, il va avoir du mal à réutiliser les nomenclatures et les définitions de produits qui sont faites par le design. Voilà, donc c'est vraiment des problèmes complexes et des défis pour elles. Voilà. Merci. Rémi Bourges, vous accompagnez les entreprises, en particulier des TPE-PME, des PME dans leur transformation numérique. Comment est-ce que ça se passe? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Est-ce que je peux vous demander de commencer votre intervention par une brève présentation d'Assystem Technologies? Oui, bien sûr. Donc Assystem Technologies, en fait, on est un groupe d'ingénierie français. Donc c'est pas une PME non plus, on est 15 000 en fait. Un tiers en France et le reste principalement en Europe, mais aussi en Amérique du Nord et en Asie. Et notre cœur de métier, effectivement, c'est d'accompagner les industriels dans leur investissement, soit côté produit, soit côté production ou ce qu'on appelle nous les in-services, donc le suivi des appareils en service. Voilà, donc c'est vrai qu'on est né il y a très très longtemps, il y a une cinquantaine d'années. Et c'est vrai que on a toujours été un petit peu au cœur de ces transformations, de ces nouveaux investissements.
Donc je dirais la transformation 4.0, elle le suit la 3.0, hein, donc ça paraît logique, mais c'est une vérité. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même une terminologie qui est sortie en 2008, donc 2009, donc il y a quasiment 10 ans, donc c'est pas d'hier. Alors, je crois que c'est assez difficile de mesurer quel est le degré de déploiement de cette transformation des entreprises. Alors on lit beaucoup de choses. On est autour de, on va dire, 10, 15, 20%. Comme c'est une moyenne, ça veut dire qu'il y en a qui sont plus avancés et d'autres qui sont à zéro. Ce qu'on peut constater tous les jours quand même, c'est que c'est plutôt une action des grands groupes aujourd'hui qui se sont emparés du sujet, alors avec plus ou moins de force, pour transformer leur propre unité de production ou leur service. Ça, c'est sûr. Ce qui est sûr aussi, c'est que notamment pour les industries manufacturières, 80% des composants de leurs produits sont achetés. Alors, soit sont achetés à aussi d'autres grands groupes, donc là, qui sont aussi, eux, emparés de ces sujets-là. Mais ensuite, quand on commence à descendre, effectivement, on arrive très très rapidement à des ETI et des PME. Nous, ce qu'on peut voir, c'est que certaines d'entre elles ont commencé à prendre le virage, déjà. Soit parce que de manière native, le dirigeant aussi est très impliqué dans cette transformation, il a envie d'eux. Ça c'est une vérité. Je rejoins en fait ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que peut-être pas aujourd'hui, mais on peut imaginer que dans quelques temps, il va y avoir quand même ce qu'on appelle une saine pression des grands donneurs d'ordre sur leur chaîne d'approvisionnement pour qu'elle se transforme aussi. Parce que clairement, leur efficacité globale sera aussi l'efficacité de leur chaîne de sous-traitance. Et on peut voir dans la presse, notamment côté aéronautique, qu'à l'heure actuelle, les grands donneurs d'ordre aéronautiques ont des problèmes liés à la capacité de sous-traitants. Donc, effectivement, si les grands donneurs d'ordre se mettent une saine pression dans le système, il y aura quelque chose. On peut voir aussi qu'en France, les pouvoirs publics se sont emparés de ça. Donc, il y a l'Alliance Industrie du Futur. Il y a eu des annonces qui ont été faites il y a 2 semaines où tout le monde voit l'importance de transformer les ETI et les PME. Après, au niveau de l'approche, je dirais que pour nous, c'est pas juste une question de technologie en fait. C'est-à-dire que, la techno, ok, c'est très bien et c'est effectivement ce qui sera intégré, mais il y a aussi sûrement une approche aussi méthodique de la chose, c'est-à-dire ne pas faire n'importe quoi non plus. Parce que dans l'industrie, le droit à l'erreur est accepté, mais de manière assez modérée. Et ensuite, au-delà de la méthode, il y a aussi la capacité des ressources, en fait, de pouvoir intégrer et aussi de se servir de ces nouvelles technologies. Et ça, c'est sans doute quelque chose qui n'est pas négligé. Ça veut dire qu'il faut attirer aussi dans les ETI et PME des nouveaux talents digitaux, voilà, clairement, pour la réussite. Voilà, donc il y a aussi un phénomène aussi un petit peu d'attrait global de ces nouvelles ressources digitales dans les ETI PME, quoi. Donc je ne sais pas si côté ELM Leblanc, il est facile de recruter pour vous, mais bon, voilà, c'est peut-être aussi sans doute un enjeu. Voilà, et je terminerai par là. Très bien, merci beaucoup. Et on va terminer ce tour de table en passant la parole à Jean-Lucien Racle, président de Boa Concept, qui est spécialisé dans la préparation de commandes de détail. Alors ça, c'est fantastique de vous avoir parce qu'on imagine que c'est vraiment une activité dans laquelle les possibilités d'automatisation et de tout ce qui est facilitation grâce au numérique sont absolument immenses. Alors je vais vous demander, comme aux autres, de commencer par votre intervention par une brève présentation de Boa Concept, s'il vous plaît. En fait, ça marche. En fait, j'avais... Ça marche. Bon. Vous entend. Donc, Boa Concept, j'avais déjà présenté ce matin. Donc, c'est une société que nous avons créée en 2012. Pas là, désolé. Nous faisons des produits pour la logistique, l'intralogistique, en fait, pour les entreprises. Nous ne faisons pas directement la préparation de commandes. Nous fournissons les outils pour la préparation de commandes. Je vais jouer au naïf, je vais dire que moi, la transformation numérique des PME, je ne comprends toujours pas ce que c'est. En fait, je suis né avec l'informatique. Je disais tout à l'heure, j'avais commencé mes premiers programmes sur carte perforée en Fortran. Maintenant, j'en suis au C#, .NET, machine virtuelle, cloud, machin, etc. Je ne sais toujours pas ce que c'est que la transition numérique.
Je pense que c'est un état d'esprit et c'est une évolution sur un certain nombre d'entreprises qui se fait naturellement. Et c'est l'état d'esprit, c'est l'utilisation des derniers outils et des derniers moyens technologiques qu'on puisse avoir pour rendre plus efficace la production, le travail. Dans la logistique, nous sommes en fait dans un domaine où les gens le savent peu, mais c'est un métier très très difficile. Le taux d'arrêt de travail dans la logistique est supérieur au taux d'arrêt de travail dans les travaux publics. Il y a relativement peu d'accidents mortels, mais il y a beaucoup de petits accidents, de blessures, peu de maladies professionnelles pour l'instant. Parce qu'en fait, il y a un turnover tel que ça n'a pas le temps de se déclarer. Et donc, il y a énormément de choses à faire dans ce domaine. Donc, c'est pour ça que ce matin, je disais, en fait, il y a une date qui était 2012, qui était l'achat de Kiva par Amazon, avec l'introduction, en fait, de la robotique dans ce domaine. La logistique, c'est un métier qui a démarré. Moi, j'ai démarré par l'informatique industrielle et à la fin des années 80, grosso modo, ce qui était facilement automatisable et informatisable en informatique industrielle était fait et commençait à basculer sur la logistique. La logistique, à ce moment-là, c'était essentiellement apporter des cartons devant les préparateurs pour qu'ils puissent mettre les produits dedans. À l'heure actuelle, on fait en sorte que le préparateur ne bouge de moins en moins et prennent ces produits pour les mettre d'un carton à un autre carton, faire ce genre de choses, au moins pour la préparation de détail. Ce n'est pas un métier amusant. Je pense que ça va être aussi l'un des... Pour l'instant, on est sur toute la robotisation de l'amener du carton, que ce soit du carton du produit, où on va prendre une pièce pour mettre dans l'autre carton d'expédition. Donc c'est pour ça que je parlais de Kiva, ça apporte les produits pour qu'on puisse faire la préparation de commandes. Derrière, vous avez des choses qui vont expédier les cartons sur les fermetures automatiques, etc. Et vous avez toujours le malheureux qui bouge ces choses-là. Donc en fait, c'est un métier qui va devenir de plus en plus technique, de plus en plus robotisé, et va utiliser de plus en plus d'intelligence artificielle, puisqu'il va falloir reconnaître les produits, pouvoir les ranger dans les colis et complètement remplacer une personne. Ce qui est aussi un peu malheureux, parce on utilisera moins de monde dans ces usines. Alors ça, c'est extrêmement intéressant, le point que vous avez souligné. Il y a aussi cette question que vous venez d'aborder, c'est la transition. Je voulais vous faire parler de justement cette question de la destruction d'emplois. Est-ce une réalité? Est-ce qu'il faut en avoir peur? Est-ce que c'est peut-être une bonne nouvelle, hein, puisque vous l'avez dit, c'est un métier pénible. On a eu également le cas tout à l'heure où vous nous expliquiez que ça servait de prévenir justement les TMS. Qu'est-ce qu'il faut en penser de tout ça, de cette destruction d'emploi? Quand vous lisez dans la presse, attention, les robots vont détruire l'emploi, comment est-ce que vous réagissez les uns les autres? Qu'est-ce qui veut prendre la parole sur cette question? Allez-y, continuez. Alors moi j'ai une position un peu iconoclaste. Je me suis couvert de ridicule un jour en disant que les robots vont effectivement supprimer le travail. Alors bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais je suis aussi un positiviste et rationnel et je pense que c'est une bonne chose. Le seul problème derrière, c'est pas supprimer le travail, c'est pas mon souci. Le souci en fait après c'est un souci de société. Qu'est-ce qu'on fait des gens? Et ça, c'est un problème politique, et je pense que je ne vais pas le résoudre aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut tendre vers la diminution des travails aliénants. Alors, l'autre question qui se pose en creux aussi, c'est la question de la montée en compétences, de la guerre des talents. C'est une problématique qu'on rencontre déjà dans les PME et qui va aller croissant. Alors aujourd'hui, effectivement, on a du mal à recruter parce qu'on cherche des ingénieurs, qu'on a d'excellentes écoles en France et qu'on a le plein emploi pour ces populations-là. Donc pour répondre à ce problème-là, le plus simple, c'est de travailler les relations avec les écoles pour prendre le problème à la source, rencontrer les jeunes dans les écoles. Donc on fait pas mal d'apprentissage chez nous. Pas mal de stages, on prend des doctorants, etc.
On fait connaître notre école, et puis par le bouche à oreille aussi, si on leur donne des sujets intéressants, ils en parlent autour d'eux, aux futures générations de jeunes qui sortiront demain des écoles, et puis dans le meilleur des cas, on peut les conserver avec nous dans nos équipes ensuite. Donc notre manière de faire, c'est celle-ci. Ça prend du temps, il faut le faire, il faut monter des partenariats avec certaines écoles, notamment celle-ci. Mais pour nous, jusqu'à présent, ça marche vraiment très bien. Voilà. C'est pas parfait dans le meilleur des mondes, parfois on a un peu de mal à trouver les personnes, mais globalement, on a la chance en France d'avoir les bonnes compétences chez nous en tout cas, d'avoir on va dire des postes suffisamment attractifs d'un point de vue métier pour que les gens nous rejoignent et développer aussi localement l'esprit collaboratif qui fait qu'on les garde. Pousser leur développement, pousser un environnement de travail agréable qui fait que chez nous on n'a pas un turnover très élevé, y compris de ces jeunes ingénieurs qui nous rejoignent. Quelqu'un d'autre veut réagir sur cette question? Moi, je voulais finir sur la partie robotique, mais je rebondirai aussi sur la partie ressources. Mais, donc on a aussi une filiale en Allemagne, donc en fait on discute beaucoup avec eux, et en fait il y a un Allemand qui m'a dit de manière assez basique, mais les faits sont têtus, c'est qu'en fait depuis 30 ans en fait ils ont beaucoup plus robotisé que nous, ils ont créé beaucoup plus d'emplois que nous. Donc pour répondre à la question d'avant, même chose au Japon. Donc, bon voilà, donc il n'y a pas forcément de lien. Et après, côté ressources, en fait, je pense que il y a peut-être eu un désintérêt aussi de l'industrie, des jeunes vers l'industrie depuis quelques années. Et sans doute que l'arrivée de toutes ces nouvelles technologies digitales en fait, qui côtoient dans leur vie de tous les jours, à mon avis, ça devrait accélérer, enfin je l'espère, l'arrivée de nouveaux talents en fait, dans l'industrie, en fait, qui justement seront séduits par l'arrivée de ces nouvelles technologies qu'ils auront à cœur d'implanter, quoi. J'espère. Peut-être un complément sur l'évolution des cultures aussi. En fait, aujourd'hui, on a eu la génération Y, maintenant on a la génération milléniale. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un problème d'offre par rapport à la demande. Il n'y a pas assez de candidats par rapport à la demande aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, on est en négatif. On n'est pas en plein emploi. On est en emploi négatif, c'est-à-dire on n'arrive pas à employer tous les gens pour lesquels on a une offre. Voilà. Ça, c'est une première chose. Il y a une seconde chose et qui est très perturbante. Alors là, c'est plus tellement au titre de mon association, c'est plutôt au titre de ma compagnie là, que je parle. Il y a quand même quelque chose qui est perturbant, c'est que la culture des jeunes générations est extrêmement difficile à comprendre par certains managers qui, pour certains, ont peut-être 2 générations de plus, ou voire une génération de plus. Et ça veut dire que, je reprends ce que vous dites en fait, il y a des facteurs d'attractivité dont il faut être conscient. Il y a des manières de collaborer. Par exemple, je discutais avec des collègues de l'IMT qui sont à l'INSA sur l'intégration dans les cours du smartphone en fait, parce qu'aujourd'hui le smartphone est incontournable dans les cours. Donc s'il est incontournable dans les cours, il est bien sûr incontournable au bureau. Et quand vous vous promenez aujourd'hui dans un bureau de développement ou de conception, tous les gens ont leur smartphone sur le bureau. Et ils le regardent pas autant, mais pas loin que les ordinateurs. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une composante qu'il faut prendre en compte et qui n'est pas si simple que ça à prendre en compte. Et en fait, et ça ne regarde que moi, je ne parle ni au titre de mon association, ni au titre de ma société, mais il me semble aussi qu'il y a une culture des managers à faire, parce que on parle de rupture dans tous les sens, de transformation. On a cité 5 ou 6 transformations auxquelles on est en train d'assister. Et le problème, c'est que dans certaines entreprises, les managers ne sont pas au niveau. C'est-à-dire, et c'est un vrai problème quand on parle de déploiement de nouvelles pratiques, c'est qu'effectivement, il y a des managers qui vont être conscients qu'il faut changer. Alors après, on va voir ce qu'on change. Mais il y a des gens qui considèrent que de toute façon, ça ne sert à rien. Enfin, c'est même pas un sujet, quoi. Voilà. Alors, avant de passer le micro à la salle pour les questions, j'avais juste une petite interrogation pour Rémi Bourges. Vous l'avez dit, non, n'ayez pas peur. Vous avez dit justement pendant votre intervention que ça dépendait beaucoup de l'envie du dirigeant d'amorcer cette transition numérique, d'y aller. Qu'est-ce que vous faites des autres, ceux qui n'ont pas envie? Est-ce qu'ils existent encore déjà? C'est une question philosophique, ça. Ceux qui n'ont pas envie. Non, je pense que je suis pas sûr que ce soit pas envie. C'est peut-être pas dans la. Ça leur fait peur. Non, je pense qu'il y a aussi une histoire de priorité. En fait, je sais pas qui c'est qui l'a dit, mais voilà, quand vous discutez avec un patron de PME,
soit effectivement il est convaincu de la transformation, donc il va y aller, et puis voilà, ça fait partie des 10-20% de convaincus, soit c'est parce qu'il est pas parce qu'il n'a pas envie, c'est qu'en fait c'est pas dans ses priorités, quoi, clairement, quoi. Et comme en gros son ou ses clients préférés ne lui mettent pas la fameuse saine pression pour qu'il évolue, pour qu'il se transforme, je pense que ça viendra, mais voilà. Et puis peut-être qu'il peut aussi entendre que finalement la transformation aujourd'hui ne touche que 15-20%, et donc il dit bon, bah, ok, je vais attendre un petit peu que ce soit plus mature. Enfin, j'ai pas de réponse à votre question en fait, hein. Je sais pas, il faut leur demander à eux, je sais pas. On ouvre sur une autre question alors. Oui, allez-y, je vous en prie. Juste peut-être en complément, la société industrielle française est extrêmement basée sur des grands groupes qui donnent des contrats à des plus petits fournisseurs, on va dire, qui peuvent être également des sociétés importantes. Ça veut dire que, comme vous le dites, si l'impulsion n'est pas donnée par ces grands groupes, par les donneurs d'ordre, en fait, ben les patrons de PME, ils font ce qu'ils peuvent avec toutes les priorités qu'ils ont à gérer. Voilà. Donc c'est un vrai message à passer aux grands groupes, en fait. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Regarde, je vais passer le micro. Alors en fait, j'ai 3 questions et j'ai une remarque par rapport à la dernière intervention d'Alain Roussel. La remarque, c'est si les donneurs d'ordre donnent l'impulsion, est-ce qu'on risque pas qu'ils imposent en fait leurs standards et que du coup ils empêchent toute agilité interfilière des PME, parce qu'on sait que les PME manufacturiennes, il faut qu'elles puissent basculer d'un marché à un autre. Donc si l'aéro impose ses standards, est-ce qu'elle pourra après avoir une activité économique ? Je pose la question. Je vous fais toutes les questions, et puis après vous verrez ce que vous en faites. Alors, toute la journée, on a dit combien le numérique était important pour les PME. Je suis du 7e, je suis convaincue de ce que vous dites. Pour autant, l'Alliance Industrie du Futur que Rémi a citée, elle a fait 5000 diagnostics de PME, qui sont des diagnostics un peu industrie du futur. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et sur ces 5000 diagnostics, le numérique ne ressort pas. Alors pourquoi ? Quel est votre avis là-dessus ? Ensuite, on a vu toute la journée que le numérique, ça couvrait énormément de choses. On y a même mis la robotique dans le numérique, donc c'est large. Donc ce que j'ai entendu, et ça c'est très bien, c'est que côté IMT, vous travaillez sur des outils simplifiés pour les PME. Pour autant, comment elle peut savoir par quoi attaquer et comment peut-on être sûr que les cycles de création de ces outils sont vraiment compatibles avec des cycles industriels de PME, qui sont quand même des cycles super rapides. Et dernière question, et promis après je vous laisse. On parlait des compétences qu'il fallait développer pour pouvoir parler d'industrie du futur. En même temps, des PME dont on a dit qu'elles n'avaient même pas toutes de RP, est-ce que vous pensez vraiment qu'elles vont pouvoir embaucher un ingénieur cybersécurité, un data scientist ? Est-ce que c'est possible dans les années à venir ? Voilà. Merci. Ça faisait 4 questions, je crois, non ? Je peux répondre déjà sur la première. En fait, effectivement, vous avez tout à fait raison. Hein. Le grand groupe doit influencer, impulser, mais il doit pas être prescripteur de technologie, d'outillage et tout ça. Ça veut donc dire que le moyen le plus simple de le faire, c'est d'imposer des livrables, en fait. Alors, je ne parle pas de livrables documentaires, forcément. Hein. Et imposer des livrables, ça peut avoir de profonds changements sur la manière de les produire. Moi, je suis un pur produit j'ai commencé à travailler dans le spatial. Je suis un pur produit de l'ESA et du Centre national d'études spatiales. Et c'est exactement comme ça que le CNES travaillait. C'est-à-dire, il nous imposait des livrables, il nous imposait une manière de faire les projets. Il ne nous imposait pas d'utiliser tel outil ou tel outil. Et comme on avait ça à produire, on réfléchissait sur comment le faire le plus efficacement possible. Voilà. Pour ce qui est des autres questions, je pense à celle, par exemple, du patron de PME qui se dirait par où est-ce que j'attaque cette transformation ? Ça, justement, c'est le fondamental de notre approche du déploiement de l'ingénierie système, de la gestion des projets. C'est dans les PME, c'est leur dire, on va d'abord regarder vos objectifs business et puis on va voir ce qui est le plus prioritaire pour vous. C'est-à-dire, on est vraiment dans l'apport de valeur. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur à court terme pour vous ? Le reste, on va l'oublier ponctuellement. C'est une affaire de priorité, alors. Et en ce qui concerne les embauches, alors effectivement, comment est-ce qu'une PME peut trouver un data scientist, une PME qui est un peu loin des grandes villes, par exemple, qui aurait besoin de cela pour son activité ? Quelle solution est-ce qu'on peut lui apporter ? Alors, sur les embauches, j'ai peut-être
un début de réponse. Donc effectivement, moi je vous rejoins, je pense que c'est extrêmement compliqué pour une PME d'embaucher quelqu'un qui a une expertise aussi spécifique pour finalement parfois quelques tâches en fait qui sont sporadiques dans l'entreprise. Et ça rejoint en fait un peu la formation qu'on souhaite pousser, hein, notamment c'est à l'IMT Atlantique, mais je pense qu'il y en a plein d'autres en France, d'avoir une formation qui va vers la multidisciplinarité, qui est très demandée dans l'industrie et notamment dans l'industrie du futur. Et donc finalement d'avoir un ingénieur qui est capable de switcher d'une activité à l'autre parce qu'il a une connaissance, on va dire, globale du problème, et qui ne sera pas nécessairement expert comme un data scientist peut l'être, mais qui saura en fait, qui aura une vision d'ensemble du problème et qui saura aller dans les bonnes directions pour résoudre le souci de l'entreprise. Je pense que c'est un point important aussi. Les filières par apprentissage, je pense, peuvent avoir un intérêt particulier parce que l'ingénieur en apprentissage va intégrer les difficultés de la PME, de l'entreprise, et va les ramener jusqu'à l'école, où on va pouvoir le guider vers des solutions qu'il n'a potentiellement pas encore eu l'occasion d'explorer. Donc je pense que c'est des choses intéressantes pour l'avenir. Vous vouliez ajouter un mot, je crois? Oui, en fait, ça m'a apporté une réflexion. Moi, j'ai personne chez moi pour s'occuper de la paye. J'ai sous-traité. Donc, je pense que c'est le genre de tâches qu'on peut sous-traiter parfaitement. Et donc, c'est l'occasion de créer des entreprises, en fait. Si je peux rebondir sur ce qu'a dit Hélène, effectivement, tout ce qui est nouvelles méthodes de travail sont essentielles pour attirer des jeunes talents, et donc à commencer par des apprentis, par des jeunes qui sont encore en école, ce qui coûte pas très cher, et donc ce qui est accessible à n'importe quelle PME. Et intégrer des jeunes est essentiel parce que les millennials ont cette culture du travail en réseau naturellement, depuis toujours. Ils ont grandi avec Internet, avec un smartphone, etc. Et donc, ils sont quelque part, par définition, multitalents. Ils vont avoir ce naturel à chercher tout azimut, entre autres les dernières technologies qui peuvent aider l'entreprise. C'est pour ça que ça me paraît essentiel de les intégrer dans les entreprises, dans les PME, se focaliser avec l'intégration de ces jeunes sur ces besoins métiers court terme, mais le rapport dans la culture de l'entreprise va faire qu'elle sera demain beaucoup plus apte à aborder toutes les transformations qui vont venir et effectivement externaliser tout ce qui n'est pas dans le cœur de métier. Il y a plein de spécialistes pour ça qui proposent des solutions simples. Alors Bois est éventuellement un exemple sur la logistique interne, des solutions simples, clés en main. Et dans tout ce qui est nouvelles organisations du travail, il y a un domaine sur lequel la France était très en retard et rattrape enfin un peu son retard, c'est le télétravail. Et ça, c'est quelque chose qui est dans la culture aussi des jeunes générations. Et donc c'est quelque chose qui, si vous avez une entreprise et que vous souhaitez garder les jeunes, regardez ce type de travail. Est-ce que c'est compatible avec votre organisation? Mais ça, c'est des choses qui permettent de faire avancer, d'attirer les talents et de les garder. Voilà. Très intéressant. Je vous passe la parole tout de suite. Oui, merci. Je suis deux remarques ou questions. La première est sur les PME. C'est pas vrai que tous les PME ne sont pas digitalisés. Il y a des PME techniques très fortes. Google et Tesla, il y a 10 ans, elles étaient PME. Peut-être la question c'est pourquoi on n'a pas l'environnement, soit financier, soit culturel, soit pour créer de Google ou de Tesla. Ce n'est pas seulement en France, en UK, en Italie, un peu en Europe en général. Pourquoi pas? Donc l'innovation suivante vient de PME, pas pour les grandes sociétés. L'autre comment, peut-être je voudrais voir votre réflexion. J'ai un peu l'impression qu'on parle d'industrie 3.5 plutôt qu'industrie 4.0. Les titres de système de production du futur. Ok, futur, c'est limité, c'est 5 ans, il y a 10 ans. Mais j'ai un peu l'impression que le focus était sur production et distribution. Est-ce que l'industrie du futur sera marché comme ça?
est-ce qu'il y aura la nécessité pour ceux qui produisent de reprendre les produits après la fin de vie? Ça se passe déjà pour, je crois, peut-être automobile, peut-être les machines à laver, mais le plastique, les matériaux, est-ce qu'il y aura une industrie décentralisée? Plus de 50% de les gens déjà dans le monde vivent dans les grandes villes. Pourquoi on va faire la production ailleurs et on ne le fait pas un petit dans les villes? Alors on n'aura pas de problème de distribution. J'ai un peu l'impression qu'il y a un manque d'imagination vraiment pour penser l'industrie du futur. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne question. Ce manque d'imagination, vous en pensez quoi? Réalité déjà ou Bon, mais il est tard, c'est l'après-midi là. Non, c'est vrai qu'en fait, mais je pense que c'est une autre question en fait, qui n'était pas forcément celle de la table ronde. On est plutôt parti d'un constat en fait, de PME ou ETI existantes et comment les faire transformer avec tous ces nouveaux outils digitaux. Mais c'est vrai que le digital va aussi offrir de nouvelles opportunités pour des créations de nouveaux business, de services. Les unités de production, oui, on pourrait imaginer demain. Moi, j'habite Marseille, donc à Marseille, des camions de pizza, il y en a beaucoup. Donc, on pourrait imaginer que demain, il y a aussi des camions avec des imprimantes 3D qui impriment ce que vous avez commandé sur Amazon 1 heure avant. C'est possible. C'est possible. Il y a sans doute de nouveaux business à prendre là-dessus, mais je pense que c'est peut-être une autre table ronde, en fait, à mon sens. Et vous citiez Tesla, oui, on pourrait citer SpaceX, en fait, qui sont des sociétés américaines qui ont effectivement bien révolutionné l'industrie dans laquelle elles se sont mises. Ça, c'est évident. Il y a aussi un enjeu en France qui est peut-être aussi de créer aussi ces champions technologiques mondiaux avec une nouvelle techno, quoi. Et on peut voir qu'il y a certains offreurs de technologie 4.0 qui sont français, qui se débrouillent plutôt bien en fait, et qui exportent leur technologie partout dans le monde, quoi. Donc c'est aussi, il y a de belles réussites en fait, je trouve, de ce point de vue-là aussi, quoi. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est une question qui mérite de nombreuses réponses, qui méritent qu'on la creuse. C'est pourquoi est-ce que les entreprises françaises n'arrivent pas à devenir des Tesla, des Google? Est-ce qu'elles manquent d'accompagnement? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce tout simplement un problème d'effet de seuil, de réglementation? Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait déjà les règles de soutien financier par l'État, tout simplement. Alors, BPI a été créé théoriquement pour résoudre... Enfin, dans son cahier des charges, il y avait la résolution de certains sujets. Il y a cette fameuse vallée de la mort où une société ne trouve pas d'argent. Elle est entre la fin d'un prototype et l'industrialisation, et il n'y a plus d'argent. Puisque les règles de prêt, c'était à l'époque que le prêt était fonction de la trésorerie de l'entreprise, ce qui est une bêtise. Je ne pense pas que cette loi existe. Enfin, cette pratique existe aux États-Unis, puisque Amazon est rentable depuis 1 an, je crois. Et ça fait 30 ans qu'ils existent, je crois. Voilà, donc il y a l'ingénierie financière qui est extrêmement différente entre certains pays. Après, ça ne suffit pas à expliquer ça. Moi, je me souviens d'une projection vidéo d'un sommet ou d'une réunion entre les grands acteurs des lanceurs mondiaux. Donc là, c'était au début des années 2000, je crois, et où finalement le créateur de SpaceX s'est fait un peu remettre à sa place en disant qu'il n'existait pas. On voit ce que ça a donné 15 ans après. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a, je pense, qu'il y a un manque de lucidité ou de risque ou de sortie du cadre, quoi, en fait, peut-être de la vieille Europe, j'en sais rien, mais enfin, en tous les cas, de certains acteurs industriels. Tout ça pour dire qu'il y a sans doute plein de raisons qui expliquent les différences. Pour ma part, je pense que la première différence, c'est la différence de taille de marché. Quand vous lancez un produit en France, vous avez à l'heure actuelle 70 millions de consommateurs potentiels. Vous lancez aux États-Unis, c'est 400 millions, plus tous ceux qui parlent anglais, parce que de toute façon, vous pouvez exporter comme vous voulez. Donc déjà, ça fait une grosse différence. Je pense que ça, c'est la différence énorme. Je pense qu'après, il y a un problème de culture aussi, culture du risque de l'entreprise. On se lance. Moi, personnellement, ce n'est pas la première que je construis. Ça m'amuse.
Mais je trouve ça, c'est un jeu, quoi. C'est un jeu pour adultes. C'est quelque chose de... mais j'ai pas l'impression que ce soit courant comme attitude. Pour moi, une entreprise, quand je crée une entreprise, c'est un produit. Je sais qu'au bout d'un certain temps, il va falloir la transmettre. En France, c'est très très rare. Aux États-Unis, c'est la culture. Donc je pense que ça fait partie de ce... Donc aux États-Unis, ils ouvrent très facilement leur capital, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre problème culturel, on va dire, des difficultés de passage à l'industrialisation, de passage à l'échelle industrielle? On a la réputation en France d'être très bon pour mettre au point des produits avec des très bons ingénieurs, mais qui n'ont pas forcément le réflexe de penser au coup d'après, de produire à grande série, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est la même chose. Moi, j'ai l'exemple chez un client que je ne citerai pas. Il aurait pu faire un développement énorme, mais il n'a jamais ouvert son capital. Ne pas ouvrir son capital, c'est-à-dire se diluer, accepter de ne plus être le patron, le seul patron, et de répondre à un fonds, à des gens qui sont à l'extérieur. Il y a des gens, c'est très compliqué. Leur entreprise, c'est leur bébé. Donc ils n'ouvrent pas. À partir du moment où ils ont cette attitude, pensez le coup suivant, pensez l'industrialisation. Et quand vous avez des gens qui ont mis de l'argent dans votre entreprise, ils viennent vous dire là, il faudrait peut-être faire quelque chose. Et ça manque. Et je pense que ça, c'est un des leviers qui fait que les gens ne prennent pas cette transition. Un complément? Non, on prend une question suivante. Ah, je vois que ça réagit. Du coup, vous avez déjà posé 4 questions, donc je donne la priorité à monsieur. Merci. Je voudrais revenir un peu sur tout à l'heure quand vous avez évoqué la destruction des emplois, la montée du travail valorisé. Il me semble qu'on est passé rapidement des opérateurs aux ingénieurs. Moi, je voudrais revenir, alors, ce que vous disiez, vous, sur la suppression du travail aliénant, c'est vrai, parce qu'on constate qu'il y a même les gens qui font des entrepôts ont du mal à trouver des manutentionnaires, parce que... Mais il y a une autre problématique qui est, parce que nous, on travaille sur un projet avec l'école des mines et des industriels à Grenoble en particulier, Dantin est très soucieux du travail de ses employés, de ses opérateurs, au niveau des opérateurs, hein, dans son usine. Et comment valoriser et leur faire, à travers des moyens numériques, leur apporter des outils de décision, c'est-à-dire leur permettre à un opérateur, quand il prend une décision sur de mettre en œuvre une machine ou pas, etc., sur un produit, de voir les conséquences à plus long terme que ce qui va se passer dans l'heure qui suit. Et donc, ça me semble important aussi de penser aux gens qui sont en place, c'est-à-dire pas simplement aux jeunes. Effectivement, c'est très important d'attirer des jeunes dans l'entreprise. Je le sais, moi, on est une entreprise où on a une moyenne d'âge qui est juste catastrophique, mais aussi les gens qui sont là, on ne va pas les mettre dehors, si vous voulez. Donc, aussi, ils ont une valeur aussi. D'accord ? Ça, c'est un point. Et le deuxième point, je rejoins ce que disait Madame du CETIM. C'est on n'a pas forcément on est 500 personnes. Hein, c'est pas une TPE. On n'a pas de data scientist. Je sais pas, peut-être c'est un tort. Par contre, on utilise extensivement des moyens de simulation assez puissants, mais vis-à-vis de nos clients. C'est-à-dire que là, je pense que c'est parce qu'on est tiré par notre marché, le besoin d'aller vite sur les marchés, etc. Donc, je veux dire, les entreprises de cette taille-là, quand vraiment elles en ont besoin, elles le feront, si vous voulez. D'accord ? Donc, oui, elles le feront. Et enfin, je rebondis aussi sur un point qui est le management. Ben, il faut qu'il bouge, le management. Ça, sinon, ça fait des showstoppers. Hein. Merci beaucoup. Je vous laisse réagir. Je ne redescends pas. Je vais prendre la question là-haut après. Sur le premier point, sur le fait que tout ce qui est robotique va supprimer les emplois, ça va en créer beaucoup. Et c'est en phase aussi avec le niveau d'éducation de notre pays. On a des bonnes écoles d'ingénieurs, on a des gens qui sont bien éduqués. On a un problème avec une partie de la population qui est malheureusement sans l'éducation qu'il faudrait lui donner. Donc là, il y a des gros travaux à faire et des choses en cours. Mais globalement, pour aller vers cette industrie 4.0, transition numérique ou autre, peu importe comment on l'appelle, on a les écoles qui apportent les bonnes compétences. Et puis, on voit que les cursus sont en train d'évoluer aussi pour être encore plus affûtés dans ce sens-là. Par contre, c'est sûr que dans les entreprises,
Il faut faire évoluer effectivement les compétences, que ce soit le management de tout le monde, et ça revient à vraiment du basique, c'est expliquer le pourquoi des choses, que ce soit pourquoi un logisticien doit traiter son carton correctement ou sa palette correctement, jusqu'au manager, pourquoi il doit prendre soin de ses collaborateurs. C'est expliquer le pourquoi, donner du sens au travail. Ça, c'est la base du travail du management. Donc, il y a beaucoup d'entreprises, heureusement, qui l'ont compris. Et ça dépasse largement le cadre de la transformation numérique. Sur l'évolution du management, moi j'ai un espoir, hein, parce que je partage complètement votre constat à travers les gens que je connais dans les entreprises. J'ai un espoir, c'est qu'avec les nouvelles générations, on n'est pas manager. On est reconnu ou pas comme manager. C'est-à-dire quelqu'un qui a 30 ans aujourd'hui, vous n'êtes pas son manager. On vous a nommé chef d'équipe ou chef de projet ou je ne sais quoi. Et puis, si effectivement vous faites le job, vous allez être reconnu. Sinon, vous n'allez pas être reconnu. Vous allez avoir de gros problèmes. Alors après, il y a des entreprises qui étouffent un peu tout ça, mais bon, on l'a vu. Enfin voilà. Donc, c'est un vrai levier, ça, je pense, pour qu'il y ait un peu plus d'exigence vers le management. Ceci étant dit, ça ne changera pas le manque de vision qu'il y a aujourd'hui. Je vais vous citer un exemple. Je discutais avec des managers d'un avionneur bien connu européen. Et on parlait finalement de leur concurrence. On disait, bon, c'est simple, aujourd'hui, il y a Boeing qui va s'associer à Embraer, nous, on est avec Bombardier, tout va bien, et Comac, ils ont du mal à lancer leurs avions. Et moi, je leur dis, mais c'est vrai que pour l'instant, Comac, ils ont des difficultés, c'est vrai que pour l'instant, ils n'ont pas encore de territoire d'export, mais si, par exemple, ils s'associent avec les Russes, ça compliquerait un peu les choses, parce qu'il y aurait déjà 2 grands pays vers lesquels ils pourraient exporter. Et compte tenu de la présence qu'a la Chine en Afrique, on pourrait penser aussi qu'ils pourraient vendre des avions par là-bas. Et cette personne ne savait même pas qu'il y avait un accord de coopération, de partenariat sur les moteurs du nouvel avion de Comac, le 929. Donc c'est dire qu'en France, c'est un exemple, hein, mais c'est dire qu'en France, il y a des managers qui ne lèvent pas suffisamment le nez du guidon pour voir ce qui se passe à côté, quoi. Et ça, ce manque de vision est un vrai souci aujourd'hui. Merci beaucoup. On passe à la question suivante. Merci. Donc moi, je voudrais un petit peu rebondir sur l'avant-dernière question là, qui a été posée par le monsieur juste devant, au milieu, qui s'étonnait un petit peu de l'intitulé de la journée, la production du futur. Moi, de la même façon, je m'étonne un petit peu parce qu'on parle donc de production du futur, on parle d'industrie 4.0, donc de 4e révolution industrielle. Et puis très franchement, je ne vois pas trop ce qu'il y a de révolutionnaire dans tout ce qu'on a vu aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire, on parle de technologies, d'outils, séparément les uns des autres, qui existent pour la plupart depuis plusieurs années. Hein, ce n'est pas de cette année, là, ce n'est pas de 2018. Hein. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? La fabrication additive, je ne sais pas, moi, il y a 30 ans, j'entendais parler de stéréolithographie. Les gens qui sont de ma génération ont peut-être entendu parler de ça aussi. C'était déjà de la fabrication additive, le terme a changé. Qu'est-ce qu'il y a? L'Internet des objets, ça fait 10 ans que ça existe. Qu'est-ce qu'il y a encore de bien nouveau? La simulation, n'en parlons pas, ça fait 40 ans que ça existe. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est un étonnement. Industrie du futur, mais c'est quoi le futur, quoi? Alors, est-ce que le futur, c'est de continuer à prendre en compte chacune de ces technologies séparément, isolément? Ou est-ce que le futur, ça ne serait pas justement d'essayer de trouver une démarche d'intégration qui mènerait vers un mieux, vers un plus? Là, je rebondis aussi juste là sur la question précédente sur le management. C'est quoi le management du futur? Est-ce que le management du futur, c'est toujours un système hiérarchique avec des managers? On voit des entreprises qu'on appelle libérées, qui pratiquent la holacratie. Est-ce que c'est un peu dommage qu'on n'évoque pas aussi ce terme-là, quoi. Donc il y a beaucoup de choses qui me semblent compliquées pour les industriels, et en particulier pour les PME, parce que je me demande comment elles font pour s'y retrouver, et surtout je me demande quel chemin elles doivent suivre par rapport à tous ces outils, par rapport à toute cette technologie, par où commencer. On parle de transition numérique, donc le passage d'un état à un autre, mais est-ce que ce n'est pas un processus? Est-ce qu'il n'y aurait pas un travail à faire justement pour aller vers quelque chose d'un peu plus intégré?
plutôt que de prendre tout séparément. Voilà. Oui, effectivement, c'est une bonne question qui rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur la réalité de cette transformation numérique. Est-ce que finalement, c'est pas un buzzword quelque part? Est-ce qu'on n'essaye pas de nous vendre des belles choses? Est-ce que c'est pas un argument marketing? Est-ce qu'il y a quand même une réalité? Les choses ne sont pas en train de s'accélérer. Sur le management aussi, hein, on peut le dire, mais on a entendu aussi que le télétravail était peut-être un élément pour attirer les talents. On commence à manquer de talents sur certains points. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? Comment est-ce qu'on peut démêler le vrai du faux? Je vais être en partie d'accord. En fait, avec ce que vous dites, il n'y a rien de très neuf. En fait, toutes les technologies dont on parle à l'heure actuelle, moi, j'en avais entendu parler quand je faisais mes études. C'est les années 70. Donc, c'est vous dire. L'industrie 4.0, c'est une invention allemande. C'est une invention allemande, moi j'aurais tendance à être mauvaise langue, qui a permis au gouvernement allemand de subventionner à mort ces entreprises sans être embêté par l'Europe. Bon, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même un cap. Ce cap, c'est de dire, nous avons des technologies, ça s'accélère en fait. L'un des marqueurs pour moi, c'est tout d'un coup, des gens se sont rendus compte que tout le monde avait un écran disponible. C'était pas la peine d'en mettre sur toutes les machines. Ça a donné les objets connectés. C'est un peu caricatural, mais c'est à peu près ça. Et ça donne des idées. C'est ce que je racontais, moi, ce matin, sur les convoyeurs. Qu'est-ce que ça apporte? Et puis derrière, vous tirez sur le fil de la pelote et ça apporte tout un tas de choses. Et je pense que l'industrie 4.0, sans parler des révolutions sociologiques qu'on peut avoir autour, je pense que ce n'était pas le sujet, c'est une prise de conscience et on déroule la pelote pour arriver et tirer les conséquences de tous ces produits. Et tous ces produits, c'est même l'intelligence artificielle, on en parle absolument tout le temps, le réseau de neurones, etc. Pour moi, c'est simplement un gros classificateur automatique. Ce n'est pas réellement de l'intelligence artificielle. Mais ça vous donne cette impression, et c'est quand même plus vendeur, et c'est plus amusant que de dire c'est un classificateur. Et ça apporte des choses, c'est-à-dire que vous avez des tas de gens qui arrivent avec des solutions nouvelles. Je parlais des barbares ce matin, parce qu'ils piétinent complètement à côté tout ce qui a été fait. Moi, j'ai travaillé avec des gens, ça faisait 20 ans qu'ils travaillaient comme ça, ils ne veulent pas bouger. Et là, grâce à ça, on commence à avoir des jeunes qui arrivent avec des idées tout à fait innovantes. C'est tenu par cette idée d'industrie 4.0 et ça pousse à l'innovation. Déjà, c'est pas mal. Alors pour compléter, effectivement, vous avez complètement raison de mon point de vue. Industrie 4.0, c'est un gros buzzword qui est utilisé à toutes les sauces, qui a été beaucoup utilisé en Allemagne, notamment par le gouvernement, pour que les groupes allemands mettent le focus sur l'adoption de toutes les nouvelles technologies du digital, du numérique, peu importe comment on les appelle. Ça, c'est clair. Avec des financements ou pas, ça, je ne sais pas. L'industrie 4.0, c'est quand même aussi le fait qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de technologies disruptives dans tout un tas de domaines, liées plus ou moins au digital, on peut élargir jusqu'à la robotique, qui arrivent en même temps, qui deviennent de plus en plus matures et avec lesquelles il faudra compter, quel que soit notre domaine d'activité. Et en parallèle de ça, elles arrivent et elles sont mises à disposition de plus en plus simplement, grâce au cloud, grâce à tout un tas de solutions qui sont beaucoup plus simples que ce qu'il y avait par le passé, parce que des systèmes intelligents de classification, predictive walk, ça existe depuis très longtemps, mais les faire de façon aussi simple, ça c'est très récent. Je travaille sur des chaudières connectées, on en a fait en 2003, on en a fait une nouvelle version complètement différente basée sur des solutions cloud l'année dernière, qu'on a commercialisée cette année, et c'est 20 fois plus simple à mettre en œuvre et beaucoup plus flexible, et dans les mains des métiers et pas dans les mains de l'IT, aujourd'hui que ça ne l'était il y a plus de 10 ans. Et ça, c'est la grosse différence. C'est que le monde change grâce à l'arrivée de ces technologies sur tout un tas d'aspects et elles sont toutes quelque part liées entre elles si on veut bien servir nos clients et bien pouvoir aussi utiliser nos collaborateurs à bon escient. Et donc, ça passe, vu la pléthore de technologies qui arrivent, par certes une connaissance de ce qui arrive, donc faire beaucoup de veille de toutes ces technologies, laisser la latitude aux collaborateurs, et donc là, ça, effectivement, on revient sur le management, où on passe plus d'un mode de management à un mode de leadership,
on laisse plus de latitude aux gens. J'en reviens au fait d'expliquer le sens, on leur explique le sens et ensuite on leur laisse un périmètre de travail beaucoup plus large peut-être que par le passé, pour qu'ils puissent être créatifs, pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités qu'on leur donnait peut-être un peu moins avant, pour aussi être capables par eux-mêmes de choisir les bonnes technologies qui existent. Et donc on a une entreprise beaucoup plus agile. Cette agilité vient de l'adoption plus simple des technos et de cette latitude que demandent les jeunes collaborateurs et qu'il faut laisser à tous les collaborateurs, ce qui implique aussi que le management accompagne les collaborateurs historiques ou existants vers aussi ce nouveau mindset. Mais ce nouveau monde qui est mouvant sur tout un tas d'aspects, c'est un peu ça l'industrie 4.0. C'est le fait que tout change dans plein de domaines et que du coup, chaque métier sera amené à changer en permanence demain et que donc le management doit changer pour accompagner tout ça. Juste un exemple concret d'une technologie qui n'existait pas quand j'ai fait mes études, enfin, ou d'un concept qui n'existait pas quand j'ai fait mes études, c'est la notion de BIM, Building Information Modeling. En fait, aujourd'hui, c'est un vrai changement culturel. Alors, est-ce qu'il est dans l'industrie du futur, l'industrie 4.0, ou est-ce qu'il est ailleurs? Ça, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que c'est en train de révolutionner la manière de concevoir des infrastructures. Et en particulier, un des problèmes qu'ont des entreprises comme la SNCF, la RATP, donc ces gens qui ont vraiment beaucoup d'infrastructures à maintenir, c'est tout bêtement de bien localiser les équipements en maintenance ou tout simplement de faire de la maintenance préventive. Mais grâce au concept de BIM et de la norme UFC qui est en train d'être définie, on est en train de localiser dès la phase de conception ou de réalisation des équipements grâce à des outils qui existent aujourd'hui, qui sont les produits PLM, qui sont en train d'évoluer pour pouvoir faire ça. Et on peut espérer que le Grand Paris Express ou des systèmes comme Cigeo aient tous leurs équipements localisés dans les infrastructures, ce qui en facilitera à la fois la maintenance préventive et la réparation. Et ça, c'est la continuité numérique. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire, mais des objectifs ambitieux. Est-ce que l'industrie du futur ou les produits du futur ne pourraient être CO2 positifs, au moins neutral, comme objectif? Et on ne pourrait pas désigner des produits et l'industrie que le fait, tandis que les produits, ils n'ont pas usage, use and throw, one use only, qui sont réutilisables et peut-être avec la moitié des matériaux qui sont employés maintenant. Donc ça, ce sont des objectifs. L'industrie du futur, c'est le 2030, selon les rapports d'hier. Il faut le faire maintenant, il faut le penser maintenant. Donc ce n'est pas seulement automatisé ou dans une façon incrémentale, des choses qu'on fait maintenant, et c'est déjà une chose importante. Mais je crois qu'il faudrait être encore plus, voir encore un peu plus loin. Vous avez le sentiment effectivement que tous ces enjeux d'économie circulaire sont un peu absents quand on parle de transformation numérique? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, globalement, le développement durable est encore extrêmement absent des réflexions. Enfin là, je plaide coupable. Des réflexions qu'on a en ingénierie système, c'est des choses qu'on est en train que l'on va intégrer dans nos réflexions. Mais je voulais réagir sur le 2030 en fait. On est en train de revoir la vision de à quoi pourrait servir l'ingénierie système à l'horizon dans le futur en fait. On avait déjà mené cet exercice et on a une vision de 2025 qui existe et là on est en train de la rafraîchir entre guillemets. Et moi j'envisageais 2040. Mais on m'a dit non. Nos membres, eux, ce qui les intéresse, c'est le court terme, c'est-à-dire 2030. 2040, c'est trop loin, on ne sait pas ce qui se passera. C'est pour ça que, en fait, c'est vrai que des fois, on paraît peu ambitieux sur l'horizon des réflexions qu'on a, mais en même temps, il y a des attentes relativement court-termistes, quoi. Merci. On va prendre une dernière question. Petit commentaire quand même avant la question. Juste parce qu'on a eu le débat, il faut être clair en termes de terminologie. Industrie 4.0, c'est le nom du programme allemand. Point. Comme le programme français s'appelle Alliance Industrie du Futur. Le concept d'usine du futur, c'est très tarte à la crème en fait. C'est une usine qui gagne de l'argent, qui fait attention aux hommes et qui produit plus vite. Donc on l'a toujours fait. La vraie révolution technologique, c'est la donnée. C'est qu'aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de traiter un maximum de données. Et pour la PME, le problème, c'est qu'elle s'insère dans une chaîne de valeur, elle subit des donneurs d'ordre,
Et la révolution pour elle, c'est que ces donneurs d'ordre vont lui imposer une traçabilité numérique qu'elle ne sait pas forcément faire et qu'elle va lui demander de la flexibilité et de l'agilité de son système de production. Et pour trouver cette flexibilité, ce n'est pas toujours évident de travailler sur le procédé en lui-même, il va falloir travailler sur la donnée aussi. Ma question, elle s'adresse surtout à BOA et à ELM Leblanc, parce que vous êtes de bons exemples de transformation numérique. Moi, je voudrais savoir combien ça vous a coûté et si vous êtes aujourd'hui capable de donner un ROI par rapport à tout ça. Parce qu'aujourd'hui, la PME, quand on la voit, elle dit « ouais, mais ça coûte cher ». Très bien terminé par l'addition, merci. Alors, en fait, rapidement, donc en tant que filiale de Bosch, chaque projet va être validé en interne chez ELM Leblanc, pas par rapport à Bosch, mais déjà en interne, par rapport à son ROI. C'est-à-dire qu'on ne va pas se lancer sur des gros projets d'expérimentation si on n'a pas derrière de retour sur investissement, parce qu'on est un industriel pragmatique, qu'on a une usine de production en France qui est un pays high cost, comme on l'appelle en interne, qu'en face de nous, il y a des productions en Turquie ou au Portugal qui coûtent beaucoup moins cher, et que donc, pour nous, l'investissement dans l'industrie 4.0, c'est justement d'augmenter l'efficience ou la qualité de notre outil de production. Donc ça veut dire que tous les projets qu'on a lancés jusqu'à présent, c'est pour améliorer les performances de notre outil de production. Donc ça veut être, par exemple, les AGV qu'on a mis en place pour déplacer nos palettes, ça nous permet de gagner en coût de production. Le combo de rivetage qu'on a mis sur une de nos chaînes, ça nous permet de simplifier les tâches pour notre opérateur, de gagner en qualité, que l'opérateur ait moins de risques de se faire des TMS comme il pouvait l'avoir par le passé, et donc d'éviter un jour peut-être des coûts qui auraient pu être associés avec ça. Donc c'est vraiment une approche très pragmatique et très concrète sur tout ça. Les travaux de recherche, on les fait avec des doctorants, et là heureusement il y a tout le financement, entre autres de la NRT, qui nous permet d'avoir un coût maîtrisé sur les travaux moyen terme. Voilà. Et chez BOA, la question des investissements? La question se pose qu'à moitié. En fait, nous, en interne, la société a été créée en 2012. On a utilisé, en plus, moi, je viens de l'informatique. Et auparavant, je faisais du soft. Donc, en fait, on a numérisé très, très vite. Donc, le ROI, je ne le connais pas. Par contre, ce que je regarde sur des choses qui existent chez nous pour l'instant, on a des problèmes importants sur tout l'avant-vente, puisqu'en fait, on fait un travail d'ingénierie. Et ce travail d'ingénierie, en France, il y a la mauvaise habitude de ne pas le rémunérer. C'est-à-dire que c'est de l'avant-vente. Et donc, je cherche des solutions numériques et marketing à la fois. Marketing, je dis ça parce que en fait, les solutions que j'envisage, c'est de la visualisation 3D, réalité virtuelle, et ça permet de vendre beaucoup mieux. Et ce que je cherche, c'est de diminuer les temps de réalisation des plans. Et ça, c'est réellement de l'économie numérique, c'est vraiment du numérique, c'est de la simulation. Et si vous voulez, le ROI va être en partie indirect par le marketing et en partie par le fait que je vais prendre moins de temps pour faire mes offres. La réponse vous convient? Très bien. Bon, écoutez, merci à tous de votre attention. Merci pour ces interventions et ces débats de qualité. Enfin, j'espère que vous les avez trouvés de qualité. Merci aux mines d'avoir accueilli ce colloque. J'espère que vous y voyez un peu plus clair sur cette transformation numérique. C'est vrai qu'on aurait pu en parler encore très longtemps. Merci encore.